Opération Écran Noir. L'attaque qui a paralysé le détroit de Taïwan. 3h47 du matin, 23 mars 2026. Dans la zone de Shanxu, nord de Taïwan, un agent de l'unité 8341 de l'Armée populaire de libération déguisé en technicien de maintenance a réussi à infiltrer le centre de données principal de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Il a installé un dispositif de type Kill Switch hardware sur les systèmes de refroidissement critique de la Fab 18. L'opération entière fut rapide, précise, et n'a laissé aucune trace visible. Depuis un poste de commandement caché à 120 km de là, dans la province du Fujian, une équipe de cyberguerre chinoise surveillait toute la scène via des flux de données cryptés transmis par un réseau de satellites quantiques. Le signal voyageait à travers des canaux de communication quantique impossibles à intercepter, livrant des données en temps réel sans générer d'émissions électromagnétiques détectables. Sur l'écran, les flux de données apparaissaient avec une netteté cristalline. Les serveurs principaux fonctionnant à 42 degrés Celsius, chaque rack de stockage maintenant des signatures thermiques stables. La température ne ment pas. Elle révélait que les 27 salles blanches étaient pleinement opérationnelles, produisant environ 92% des puces 3 nanomètres mondiales. Les points de jonction exposaient des vulnérabilités claires susceptibles d'être exploitées. L'usine produisait le long du corridor technologique critique de Shanxi-Taichung, se dirigeant vers le hub d'exportation de Kaohsiung, la seule ligne de vie technologique reliant l'économie mondiale aux semi-conducteurs les plus avancés. Le volume de production était suffisant pour alimenter l'industrie technologique mondiale pendant plus de 6 mois. Mais la valeur de l'installation allait au-delà de la simple production. Après 3 incidents de sabotage distincts près de Taoyuan plus tôt ce mois-là, le complexe TSMC de Shanxu était devenu la dernière artère encore intacte. C'est pourquoi l'intelligence chinoise avait élevé cette installation au rang de cible prioritaire. La détruire et l'économie technologique mondiale seraient instantanément paralysées. Les données furent recoupées. La zone aveugle de cyberdéfense confirmée, le plan d'attaque verrouillé. Ce n'était pas un acte impulsif, mais un plan délibéré préparé dans les moindres détails, attendant seulement que la proie entre dans le piège pour déclencher une attaque en 3 phases. Pour l'équipe de sécurité de TSMC, c'était une nuit de production normale, étroitement gardée et enveloppée de secrets. Mais ils n'avaient aucune idée que l'ensemble du calendrier de maintenance était déjà tombé entre les mains chinoises. Chaque mouvement du système avait été reconstitué à partir de réseaux d'informateurs locaux utilisant des téléphones cryptés, combinés avec des fuites de données provenant d'une station de relais logistique. Les techniciens SIGIN avaient traité les paquets, les avaient recoupés avec l'imagerie satellite commerciale et avaient construit un calendrier complet. Heures de changement d'équipe, période de maintenance programmée, points de contrôle de sécurité, même les brefs arrêts au point de contrôle secondaire, tout numérisé et superposé sur une carte tactique. À exactement 4h15, avec l'installation à moins de 30 minutes du point d'activation, un serveur déguisé caché profondément dans le réseau interne a envoyé un signal crypté. Quelques instants plus tard, 4 malwares dormants se sont activés dans un arc large, chacun portant une charge utile de type logique bombe, montée sur une architecture renforcée. Ce n'étaient pas des virus commerciaux standards. Ils avaient des capacités d'évasion avancées avec cryptage S256, des liens de données durcis dans des environnements de détection d'intrusion, et des vitesses de propagation soutenues de 10 à 15 gigabits par seconde. Malware Alpha a verrouillé le système de contrôle de production numéro 3. Malware Beta a ciblé le réseau de distribution d'énergie numéro 9. Malware Gamma s'est dirigé vers le système de purification d'air numéro 13. Malware Delta maintenait sa position, prêt à frapper les systèmes de backup si nécessaire. Dans la salle de contrôle principale, le chef de sécurité vérifiait les logs système et les températures des serveurs. À côté de lui, son adjoint scannait les indicateurs de trafic réseau et les lectures de charge stable. Tous les paramètres restaient dans les limites sûres, mais il n'avait aucune idée. Des yeux invisibles observaient chaque mouvement alors que l'installation se dirigeait vers un piège déjà tendu. À 4h30 du matin, l'usine est entrée dans la fenêtre de maintenance programmée entre les équipes de nuit et du matin. C'était l'écart marqué dans la cyberdéfense où les charges avaient été plantées. Activité réseau, minimale. Le flux de reconnaissance a confirmé. Pas de scan de sécurité actif, pas de détection d'anomalies, pas de signaux de coordination de sécurité de toute unité de support dans un rayon de 50 km. Dans le centre de commandement chinois, l'écran a clignoté,
Statut, tactiquement isolé. Au même moment, le message condition de feu confirmé a été relayé de la station cyber à l'équipe d'attaque au sol. Immédiatement, toutes les stations de contrôle sont passées en mode attaque. Les lumières de la cabine sont passées du vert au rouge. Les écrans ont verrouillé les cibles, tracé les vecteurs d'approche en temps réel et diffusé les instructions au malware. Compte à rebours affiché. 60 secondes, 50 secondes, 20 secondes, 10 secondes. À exactement 4h31 minutes et 44 secondes, le système de production numéro 3 a traité le lot de wafers programmés. Un capteur de pression sous la chambre numéro 9 a enregistré une surcharge. 0,4 secondes plus tard, le circuit fermé s'est engagé. Une série de commandes malveillantes s'est exécutée séquentiellement à travers les contrôleurs et les systèmes. L'attaque n'était pas massive, mais suffisante pour désynchroniser les processus, corrompre les firmwares et détacher les systèmes de sécurité du réseau principal. Près de 985 mètres de ligne de production ont instantanément perdu leur stabilité opérationnelle. Les chambres 4, 5, 6 à 11 ont glissé hors alignement logique. Certains processus se sont arrêtés brutalement. L'ensemble du système a vacillé, tremblé et s'est tordu sous la charge computationnelle. Les indicateurs de performance ont chuté. Des tremblements se sont propagés à travers les 27 salles blanches. Dans la salle de contrôle, le chef de sécurité a à peine eu le temps de déclencher l'arrêt d'urgence. Son adjoint a frappé l'alarme. Les systèmes de backup ont sifflé alors que les processus s'arrêtaient sur toute la longueur de l'installation. Près de 2 millions de wafers en cours de traitement ont crié à travers les lignes de production. À 4h31 minutes et 50 secondes du matin, l'installation s'est complètement arrêtée. La chambre numéro 4 s'est inclinée logiquement vers la gauche. La chambre numéro 6 a sauté de l'axe, entraînant les chambres suivantes dans un effondrement diagonal virtuel. Les connexions se sont tordues. Les chaînes de données se sont écrasées ensemble. Les portes de sécurité se sont ouvertes. Une partie du système principal s'est inclinée latéralement dans le cyberespace. Les systèmes intermédiaires se sont déformés de près de 40 degrés hors de l'axe principal. Certains systèmes arrière ont sauté hors du réseau, s'empilant les uns sur les autres comme des coquilles vides. Rien n'est resté dans sa forme originale. L'installation gisait paralysée, exposée parmi les systèmes brisés et les données dispersées. Quelques petits incendies électriques couvaient. L'énergie s'écoulait en minces filets sous les transformateurs. La bête avait été arrachée de son chemin. L'équipe de sécurité s'est précipitée, désespérée de sauver l'installation, inconsciente que le vrai coup mortel était encore entrant. Maintenant, l'usine gisait comme un animal blessé dans le champ, attendant soit un miracle, soit de devenir une proie pour les vautours. Et la Chine avait calculé parfaitement. Pas de poste de garde dans un rayon de 20 km capable de répondre rapidement. L'installation la plus proche était à plus de 8 km. Pas de cyberdéfense active, pas d'unité de réaction rapide. Tout ce qui attendait était la frappe finale, celle qui paralyserait l'usine au-delà de toute récupération, coupant l'artère d'approvisionnement alimentant l'économie technologique mondiale. L'opération entière avait été scriptée à l'avance sous la tactique Hard Stop Fast Kill. Forcer la cible à s'arrêter sur un site présélectionné, puis la détruire avec des frappes cyber précises. À exactement 4h32 minutes et 40 secondes du matin, depuis 3 directions, 4 charges logiques convergeaient à moins de 2 millisecondes de la cible. Sur l'écran de reconnaissance, tout était cristallin. Vitesse stable, formation intacte, altitude constante dans le cyberespace. À 4h32 minutes et 34 secondes du matin, Malware Alpha a traversé le pare-feu abandonné, coupant à travers la forêt de données, tombant à une altitude de 100 niveaux de sécurité. La caméra virtuelle tremblait légèrement dans le vent numérique de bas niveau. L'opérateur a fait 3 corrections manuelles pour stabiliser la vue. Portée d'attaque, 150 octets. Angle de plongée, 24 degrés. La cible a zoomé en 0,8 secondes. Le réticule est resté stable. 2 secondes plus tard, détonation logique. La charge utile a percé le système numéro 3. Les données se sont vaporisées sous pression. Un jet de corruption a tiré à 82 niveaux de haut dans l'architecture. L'onde de choc a fait tomber le système numéro 2 hors alignement. Les flammes numériques ont couru à travers le pipe de couplage et ont attrapé le système numéro 4. Le cluster principal s'est enflammé virtuellement. Le feu s'est propagé avec le flux de données. Une fumée noire dense de paquets corrompus s'est élevée.
L'impact économique fut immédiat et dévastateur. En moins de 11 minutes, la plus grande usine de production de semi-conducteurs avancés au monde avait été paralysée par 4 malwares, un dispositif hardware, et moins de 50 000 $ de coûts opérationnels. Mais les dégâts continuaient de s'accumuler. Le cluster de production principal déversait des erreurs système lourdes. L'incendie central de données commençait à faiblir tandis qu'une détonation secondaire dans l'arrière soufflait les systèmes de backup du numéro 15 à travers le champ occidental virtuel. Les nappes de corruption continuaient de brûler sur le réseau, formant une ligne de feu de 500 gigaoctets traînant avec le flux de données. Les systèmes restants devenaient plus chauds chaque minute, menaçant de nouvelles explosions en chaîne. Personne n'osait approcher pendant la prochaine demi-heure. Dommages totaux, 9 lignes de production complètement détruites, 3 gravement endommagées. Le système principal brisé hors de son axe, irrécupérable. Le segment de production entre Changshu et Taichung était déformé sur 984 mètres avec au moins 90 points de contrôle arrachés. Le trafic de production régional était paralysé. Le nettoyage et la restauration minimale prendraient pas moins de 72 heures, mais la vraie récupération prendrait des mois. Moins de 30 minutes après la frappe, les premières vidéos ont fait surface sur Twitter. Depuis le bord de Taipei, des images montraient 3 centres de données en flammes virtuelles, des colonnes de fumée numérique s'élevant comme des panaches de pression à plus de 650 pieds de haut dans le cyberespace. À 6 heures le lendemain matin, le ministère taïwanais de l'économie a publié sa déclaration officielle. Brève, formulée. Une installation de production a connu un dysfonctionnement technique et s'est arrêtée en raison d'une défaillance système dans le comté de Changshu. Pas de victimes. Tous les systèmes ont été signalés comme sauvegardés. Les équipes d'urgence sont sur place. Aucune mention de cyberattaque, aucune mention de malware, aucune mention d'infiltration physique. Mais les images satellites racontaient une histoire différente. 9 lignes de production grillées, cadres tordus, systèmes projetés à des dizaines de mètres. Les transformateurs électriques avaient explosé. Le centre de données principal gisait sur le côté, salle des serveurs oblitérée. Un panache de fumée s'étendait sur près de 4 km vers Taipei, visible même sur l'imagerie satellite thermique commerciale publiée des heures plus tard. Les sources de l'opposition et l'intelligence américaine ont confirmé que l'usine n'était pas vide. Elle produisait des puces critiques, partie d'une chaîne logistique de niveau opérationnel alimentant l'industrie technologique mondiale. Un secteur étant renforcé pour une production accrue prévue plus tard ce mois-là. Pertes estimées, 9 lignes de production, environ 45 milliards de dollars de capacité de production. Infrastructure valant environ 12 milliards de dollars. Dommages nécessitant au moins 3,5 milliards de dollars pour la réparation initiale. Pertes matérielles totales dépassant 60 milliards de dollars. Impact sur l'économie mondiale, incalculable. Pendant ce temps, les dépenses totales de la Chine, moins de 50 000 $. 4 malwares, un dispositif hardware et une charge préplantée. La ligne d'approvisionnement technologique mondiale était coupée pendant des mois. Au moins 3 grandes entreprises technologiques ont dû revoir leur lancement de produits, ajouter des mois de retard et détourner des actifs de production, étirant la grille d'approvisionnement mondiale mince à travers tout le corridor technologique. Ce n'était pas seulement la production qui était perdue. C'était le rythme, le battement de cœur de l'innovation technologique mondiale qui vacillait. À travers les forums militaires occidentaux, des commentaires sont apparus en quelques heures. 4 malwares et un dispositif. Ils ont brûlé toute une chaîne d'approvisionnement. C'est un manuel de guerre asymétrique et un avertissement à chaque autre installation. Taïwan a perdu plus de 60 milliards de dollars. La Chine a dépensé une nuit et 4 malwares bon marché. La réaction de Washington fut immédiate et dramatique. Le président Biden a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Selon des sources du Pentagone citées par le Washington Post, les options sur la table incluaient tout, depuis des cyberprésailles massives jusqu'au déploiement de forces navales supplémentaires dans le détroit de Taïwan. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré lors d'une conférence de presse improvisée que toute attaque contre l'infrastructure critique de nos alliés sera considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux américains. Derrière ces mots mesurés, les préparatifs militaires s'accéléraient. La 7e flotte a reçu l'ordre de se repositionner, avec le groupe de porte-avions USS Ronald Reagan, se déplaçant ostensiblement vers le nord depuis sa base au Japon. Le commandement cyber américain, basé à Fort Meade,
est passé en alerte maximale. Des sources au sein de la NSA ont indiqué que des opérations de représailles étaient déjà en cours, ciblant l'infrastructure critique chinoise. Nous avons nos propres capacités à déclarer un responsable, sous couvert d'anonymat. Si Pékin veut jouer à ce jeu, ils découvriront que nous aussi savons comment éteindre les lumières. Au Japon, la réaction fut celle d'une alarme profonde. Le Premier ministre Kishida a convoqué une session extraordinaire du cabinet pour discuter des implications pour la sécurité japonaise. Le Nikkei a chuté de 7% en une seule séance de trading, la plus forte baisse depuis la pandémie de Covid-19. Les entreprises japonaises dépendantes des puces TSMC ont vu leurs actions s'effondrer. Plus inquiétant encore, le ministère japonais de la Défense a révélé que des tentatives d'intrusion similaires avaient été détectées dans 3 installations critiques japonaises au cours de la semaine précédente. Nous sommes face à une campagne coordonnée, a déclaré le ministre de la Défense. Ceci n'est pas un incident isolé mais partie d'une stratégie plus large. En Corée du Sud, Samsung et SK Hynix ont immédiatement renforcé leurs mesures de sécurité. Les 2 géants des semi-conducteurs ont engagé des consultants en cybersécurité israéliens et américains, transformant leurs installations en forteresses virtuelles. Le coût de ces mesures de sécurité supplémentaires était estimé à des centaines de millions de dollars, un fardeau qui serait inévitablement répercuté sur les consommateurs. L'Union européenne, déjà préoccupée par sa dépendance aux semi-conducteurs asiatiques, a vu l'incident comme une validation de ses pires craintes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une accélération du European Chips Act avec un financement supplémentaire de 50 milliards d'euros pour construire une capacité de production domestique. Nous ne pouvons pas permettre que notre économie soit otage de conflits géopolitiques, a-t-elle déclaré. Et pendant tout ce temps, dans des salles obscures à Pékin et Washington, à Moscou et Tel Aviv, les cyberguerriers préparaient la prochaine frappe. Parce que dans cette nouvelle ère de conflit, la seule certitude était l'incertitude, et la seule défense était l'offensive. L'incident TSMC n'était pas la fin. C'était le début. Le début d'une guerre qui serait menée dans l'ombre, où les victoires seraient mesurées non pas en territoire conquis mais en système paralysé, où les batailles seraient gagnées et perdues en millisecondes, et où le champ de bataille serait partout et nulle part à la fois. Bienvenue dans la guerre du XXIe siècle. Une guerre où il n'y a pas de ligne de front, pas de déclaration formelle, et potentiellement, pas de fin. Une guerre qui avait déjà commencé avant que la plupart ne réalisent qu'elle était menée. Et une guerre que, peut-être, personne ne pourrait gagner.